Bonsoir à tous. Avenir institutionnel et avenir de la filière nickel sont les deux dossiers pour lesquels ils sont ensemble dans ce déplacement en Nouvelle-Calédonie. Pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et pour Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant d'évoquer avec vous les enjeux de votre visite et des avancées sur les discussions, cette question à tous les deux, la réussite des discussions institutionnelles conditionne-t-elle la réussite de l'avenir de la filière nickel? Monsieur Darmanin. D'abord, je suis très heureux de pouvoir être sur le plateau avec mon ami Bruno Le Maire et le remercier dans son travail très difficile de ministre de l'Économie et des Finances, de venir aider la Nouvelle-Calédonie qu'il connaît bien, parce que je voudrais rappeler ici que ce que fait le ministre de l'Économie, ce n'est pas une compétence de l'État français, nous venons aider la Nouvelle-Calédonie. Et donc effectivement, s'il ne faut pas lier les deux questions, la question institutionnelle, puisque les Calédoniens se sont exprimés et ont choisi de rester dans la France au bout de 3 référendums, avec la question du nickel, évidemment, il n'y a pas d'avenir prospère pour la Nouvelle-Calédonie, y compris sur un plan politique, s'il n'y a pas, évidemment, un avenir pour le nickel. Et donc, si elles ne sont pas liées, ces deux discussions, évidemment, c'est bien de les mener en même temps. Monsieur le maire. Bon, je n'ai rien à ajouter. Vous savez, je veux juste exprimer le double bonheur que j'ai ce soir. D'abord, le bonheur d'être en Nouvelle-Calédonie et le bonheur d'être sur un même plateau de télévision avec le ministre de l'Intérieur, mon ami Gérald Darmanin. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Donc, nous sommes là pour obtenir des résultats. Lui sur le sujet institutionnel, moi sur le sujet économique. Gérald l'a parfaitement dit, ce n'est pas la compétence de l'État, la compétence appartient à la Nouvelle-Calédonie, mais tout ce que je peux faire pour aider à la construction d'une filière nickel et qui soit rentable dans l'avenir, eh bien je le ferai. Alors, messieurs, pour vous interroger avec moi ce soir, Madame Elisabeth Noir de Radio Rythme Bleu et Audrey Poédi de la chaîne télé Calédonia. Audrey. Alors, Gérald Darmanin, la première question va être pour vous. Vous avez pour ambition de trouver un accord d'ici Noël. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout, même sans consensus de la part de l'Union calédonienne et du RDO, l'autre composante du FLNKS? Alors d'abord, cela fait quasiment maintenant 2 ans que je demande, après le président de la République, après le travail qu'a fait Sébastien Lecornu, de nous mettre d'accord sur effectivement l'avenir institutionnel après ces 3 référendums où les Calédoniens ont choisi de rester dans la France. Il y a des discussions nombreuses qui ont été menées. Ça fait la 5e fois que je viens en Nouvelle-Calédonie pour mener ces discussions. J'ai un peu été échaudé de voir qu'une partie des indépendantistes, notamment l'Union calédonienne, ne voulait pas rentrer dans la discussion que menait désormais l'UNI, le PALICA, avec les non-indépendantistes. Je pense qu'il y a eu une avancée depuis ces 2 jours et je remercie l'Union calédonienne de venir discuter avec moi sur cela. Mais il est évident que d'ici la fin de l'année, il faut, comme je l'ai toujours dit, que nous ayons un accord. S'il n'y a pas d'accord, je le redis, l'État avancera. Nous avons saisi le Conseil d'État, qui le 8 et 9 décembre sans doute donnera son avis définitif pour que nous puissions, quoi qu'il arrive, avancer sur les listes électorales pour les élections provinciales qui se tiendront en 2024. Donc soit il y a un accord institutionnel global, autodétermination, corps électoral pour les élections provinciales, soit il n'y a pas d'accord global ici la fin du mois de décembre. Dans ces cas-là, l'État avancera sur la modification du corps électoral seul. On dit que, monsieur le ministre, que vous seriez prêt à revenir dès la semaine prochaine. C'est vrai ou non? C'est tout à fait vrai. Je ferai cet effort pour la Nouvelle-Calédonie, parce que je crois en son avenir et je crois qu'il est important de pouvoir mettre tous les atouts de notre côté. Nous mettons beaucoup d'énergie. La balle est désormais dans le camp des partis politiques et singulièrement de l'Union calédonienne, qu'ils rejoignent, je l'espère, la discussion qu'ont les partis non-indépendantistes et le PALICA qui aujourd'hui se réunissent et qui ont beaucoup travaillé sur la version qu'a transmise l'État et qui est modifiable bien évidemment. Si l'Union calédonienne accepte les trilatérales, les réunions à 3, je suis prêt à revenir en effet 2 jours la semaine prochaine pour que nous puissions conclure au maximum évidemment cet accord, pour que nous puissions modifier la Constitution, permettre finalement 3 choses très rapides. 1, le renouveau de la citoyenneté calédonienne. C'est quoi être citoyen calédonien? Évidemment, en partant du principe que l'accord Nouméa est notre plancher, bien sûr. 2, qu'on accepte l'idée que les élections provinciales permettent à des Calédoniens qui sont là depuis de très nombreuses années de pouvoir voter aux élections locales. C'est une anomalie, nous allons la corriger. C'est une promesse du président et je la tiendrai. 3,
qu'il y ait une autodétermination qui soit effective, mais qu'on arrête avec des dates, qu'on ne dise pas tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, ça empêche la prospérité économique. Mais il y a évidemment une possibilité que les élus calédoniens aient un projet et qu'ils le présentent dans une forme de consensus à la population, sans qu'on pose des questions binaires, oui-non, mais une question de projet. On parle d'accord institutionnel, on parle également d'accord sur le nickel, Bruno Le Maire. Vous le savez, tout le monde le sait aujourd'hui, aucune des 3 usines métallurgiques n'est rentable. Elles sont même au bord de la cessation de paiement, voire de l'arrêt d'activité. Une question de mois, voire de semaines, vous l'avez dit vous-même. Vous avez évoqué, ou il a été évoqué, un accord que vous pourriez mettre sur la table, des éléments pour sauvegarder la filière nickel. Qu'est-ce que vous allez proposer aux Calédoniens ? D'abord, je vous remercie de jouer carte sur table, comme je l'ai fait avec tous mes interlocuteurs et comme je continuerai à le faire dans les 2 jours qui viennent. Les 3 sites industriels sont en grande difficulté financière. Et aujourd'hui, la solution, elle doit être trouvée dans les semaines qui viennent, pas dans les mois qui viennent. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un projet économique viable pour tous les Calédoniens. Et ce que je suis venu proposer et discuter, bien entendu, c'est un nouveau pacte pour le nickel calédonien, qui reposerait sur 3 piliers. Le premier, c'est que nous regardions sereinement la question de l'exploitation et de l'exportation du nickel. On sait bien que c'est une des conditions essentielles de la rentabilité financière. Alors je sais que c'est un sujet qui est difficile, ce n'est pas la première fois que je viens en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un sujet que nous devons traiter sereinement en regardant tout ce que cela peut rapporter du point de vue financier, comment ça pourrait relancer la rentabilité financière des 3 sites industriels. Et je le dis avec beaucoup de clarté sur ce sujet de l'exploitation et de l'exportation du minerai, le statu quo n'est pas possible. Nous devons bouger parce que c'est la condition indispensable pour garantir la rentabilité financière immédiate des 3 sites industriels. Le deuxième sujet essentiel, c'est la subvention à l'énergie, avec 2 choses un peu différentes. On sait bien que dans les 5 à 10 années qui viennent, de toute façon, l'énergie restera trop chère, donc il faut la subventionner. L'État est prêt à prendre toute sa part, aux côtés évidemment des autorités calédoniennes, mais il est prêt à prendre toute sa part, nous en discuterons, pourvu que ce soit sur la base d'un projet rentable. Et puis après, comme le président de la République l'avait annoncé, passer ces 5 à 10 années de subvention et de transition, il faudra réfléchir sur la base des propositions de la Commission de régulation de l'énergie aux différentes options énergétiques pour que la Nouvelle-Calédonie ait droit à une énergie décarbonée et moins chère dans les décennies qui viennent. Alors c'est un investissement qui se chiffre en milliards d'euros, donc il faut prendre le temps de réfléchir, de peser les différentes options. C'est le travail que fera la Commission de régulation de l'énergie. Là aussi, l'État est prêt à prendre toute sa part, pourvu que le projet final soit rentable. Puis enfin, il y a le dernier sujet qui est le débouché économique. Aujourd'hui, le débouché économique, on le sait bien, c'est Chine, Japon, Corée. Est-ce qu'il ne faut pas regarder, maintenant que les véhicules électriques se développent en Europe, s'il n'y aurait pas un intérêt réciproque pour la Nouvelle-Calédonie et pour les États européens à construire aussi des débouchés vers l'Europe? En tout cas, je crois que ça mérite réflexion. Voilà les 3 points que j'ai mis sur la table. C'est pour discussion, pour dialogue, avec un objectif, bâtir une filière nickel rentable dans les décennies qui viennent pour tous les Calédoniens. Premier point, l'exportation. Quand vous parlez de l'exportation et de l'accès à la ressource, c'est un sujet politique ou c'est un sujet industriel? Alors pour moi, c'est un sujet industriel. Et pour Gérald, ce sera un sujet politique. Et tous les deux, vous allez vous en préoccuper? En tout cas, c'est indispensable. Je le redis, c'est le point de départ parce que, vous l'avez parfaitement dit, aujourd'hui, la situation financière des sites industriels est critique. Qu'à un moment donné, les réalités économiques et financières se rappellent à tous, y compris à des responsables politiques comme Gérald Darmanin et moi, y compris à tous les responsables politiques de l'île. Et donc il faut prendre ces problèmes économiques et financiers à bras-le-corps. Et la seule façon aujourd'hui de dégager des ressources financières immédiates pour soulager un peu le fardeau, c'est de regarder de plus près la question de l'exploitation et de l'exportation. Je le redis, le statu quo n'est pas possible. Monsieur le maire, votre visite commence à peine. Demain, vous vous rendrez à KNS. Lundi, vous avez une série d'entretiens, dont un avec le DG de la SLN. Puis vous retrouvez le groupe de travail sur le nickel. Aujourd'hui, on a envie de savoir, après la réunion en début septembre à Paris, est-ce que l'ensemble des partenaires institutionnels, industriels et États est dans cette dynamique de gagnant-gagnant? Oui, moi j'ai eu le sentiment depuis la réunion de Paris et aujourd'hui en discutant avec le président du gouvernement, nous avons eu plus d'1 heure de discussion. C'était une discussion qui était très constructive. Je pense d'abord que chacun a conscience de la gravité du moment.
Personne ne me dit, mais attendez, ça peut attendre quelques mois. Tout le monde, comme l'a parfaitement dit madame, me dit, nous avons conscience que la situation économique et financière des 3 sites industriels, aujourd'hui, elle est critique et que nous devons tous ensemble dégager une voie d'avenir dans les semaines qui viennent. Ça, je trouve que c'est très positif. La deuxième chose, c'est que je pense que les 3 paramètres que j'ai posés, l'exploitation et l'exportation, la question énergétique, la question des débouchés, tout le monde s'accorde à dire que c'est effectivement les 3 paramètres clés. Ensuite, il y a la question du calendrier. J'essaye d'aller le plus loin possible lors de ma visite ici en Nouvelle-Calédonie. Nous n'allons pas conclure pendant cette visite, je pense que ce serait prématuré, il y a trop de détails très sensibles à régler, mais je souhaite qu'on se fixe comme échéance le début de l'année 2024. Ça me paraît une échéance raisonnable pour arriver à signer ce nouveau pacte pour le nickel calédonien. Gérald Darmanin, je reviens sur les discussions. Aller au bout de la négociation avec ceux qui participent semble votre règle. Est-ce que vous vous donnez du temps pour arriver à un accord entre indépendantistes et non-indépendantistes? Parce que ces derniers, je parle des non-indépendantistes, demandent à ce que le calendrier soit respecté avec une révision constitutionnelle pour début 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je veux dire que les propos qu'a tenus le ministre de l'économie il y a quelques instants sur le nickel montrent que la République française, la France, non seulement protège et soutient la Nouvelle-Calédonie, mais est essentielle pour le fonctionnement de l'économie calédonienne, dont je rappelle que 70-80% des emplois directs et indirects sont liés au nickel. Et donc le système d'autonomie très large dont bénéficie la Nouvelle-Calédonie ne fonctionne pas s'il n'y a pas ce soutien économique. Je pense que chacun peut le noter et encore une fois remercier l'État. Sur ce que nous faisons institutionnellement, il n'y a plus le temps. Il faut désormais, des règles sont connues depuis plus d'1 an et demi. Cela fait 2 ans qu'il y a eu ce 3e référendum. Il n'y a plus le temps. J'ai dit clairement qu'au 31 décembre, je déposerai avec la Première ministre un projet de loi organique pour modifier les listes électorales pour les élections provinciales qui se tiendront en 2024 s'il n'y a pas d'accord. Maintenant, je suis prêt encore une nouvelle fois, pour la 6e fois, à revenir pour discuter avec tout le monde la semaine prochaine pour pouvoir avoir un accord plus large, un accord constitutionnel. Le président de la République a évoqué à Paris, puisque le président Mapou l'a interrogé devant tout le monde, j'y étais, qu'il y aura une révision constitutionnelle qui concernera et strictement seulement la Nouvelle-Calédonie. Il n'y aura pas d'autres modifications constitutionnelles ce jour-là à Versailles, si tous les partis politiques sont d'accord. Si l'Union calédonienne est d'accord, mais si évidemment les non-indépendantistes sont d'accord aussi. Donc il faut désormais se parler à 3. Vous savez, les indépendantistes et les non-indépendantistes se croisent tous les jours, dans les provinces, au congrès, dans les communes, dans la rue. Ils mangent ensemble peut-être, ils font du sport ensemble. Et il n'y aurait que quand le ministre de l'Intérieur vient qu'ils ne pourraient pas se parler. Ce n'est pas raisonnable. Il faut évidemment désormais que tout le monde puisse avancer. Encore une fois, je pense que l'État met beaucoup d'énergie, fait des propositions, arrive, je crois, avec des positions équilibrées et mérite sans doute un peu de considération et qu'il faut désormais que tout le monde serre la main tendue de l'État. Et donc j'invite l'Union calédonienne d'abord à faire un travail commun avec l'UNI-PALICA, parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas ensemble. C'est un problème quand les partis indépendantistes sont divisés. Et puis travailler ensemble avec les non-indépendantistes, parce qu'ils ont ensuite à construire l'avenir de leur jeunesse pour la Nouvelle-Calédonie, qui ne veut pas peut-être avoir les mêmes combats qu'avant, même s'ils respectent évidemment le passé, mais qui veut regarder l'avenir, pouvoir investir, pouvoir faire des études, pouvoir être dans le monde agricole. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'on mette fin à cette incertitude institutionnelle. Alors Gérald Darmanin, dans le cadre des discussions, il y a la sphère politique, mais il y a aussi la sphère coutumière. Le Sénat coutumier demande à devenir une instance législative. Vous avez vous-même rappelé son importance dans les négociations. C'est même inscrit dans le préambule de l'accord de Nouméa, l'importance de l'identité kanak. Est-ce que vous êtes prêt à lui donner plus de pouvoir dans le nouveau statut? Alors la réponse est oui. Le Sénat coutumier, je me suis rendu dès ma première visite, comme je le fais à chaque fois, mérite une place particulière, bien évidemment, en Nouvelle-Calédonie, institutionnellement. D'abord, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des propositions, justement, eux aussi, et ils seront entendus, je leur ai dit. Deuxièmement, je pense qu'il y a dans le projet d'accord que j'ai proposé, on en est à la 4e version de discussion, en attendant que l'Union calédonienne nous rejoigne, et c'est vraiment mon vœu le plus ardent. D'abord, c'est d'essayer de trouver un rapprochement avec le Conseil économique et social. Sans une fusion, bien évidemment, mais un rapprochement pour donner ses avis et que ces avis soient plus écoutés par l'ensemble des discussions institutionnelles. Deuxièmement, je pense qu'il y a un sujet entre les communes et la coutume.
Et notamment, on sait bien qu'il y a 2 droits qui, ici, s'appliquent. Et il faut qu'ils soient davantage en lien. On a vu pendant la période du Covid l'importance de la coutume pour sauver des vies et puis pour organiser la politique publique. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment dans les discussions institutionnelles que le débat à 3 ne soit plus simplement État indépendantiste et non indépendantiste, mais que ce soit État, parti politique et aussi présent ces discussions du Sénat coutumier. Voilà, je pense que le Sénat coutumier, tout en restant à sa place, qui est une place à part dans la société calédonienne, doit apporter davantage. En tout cas, je le ferai dans les prochaines semaines et prochains mois. À côté des institutions coutumières, il y a également les provinces, le Congrès. C'est aussi un point de discussion, on le sait. Est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce qu'il y a un accord possible sur la représentativité des provinces au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Alors j'ai fait plusieurs propositions. D'abord, j'ai proposé que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie soit élu au suffrage universel direct. Cette proposition n'a pour l'instant pas été acceptée C'est une proposition de votre part? par aucune. Bon, en tout cas, il a bien fallu que l'État fasse des propositions et il en a fait. Là, je constate qu'il n'y a pas d'accord pour cela. Ensuite, j'ai proposé qu'on change, avec l'accord bien sûr de ceux, et c'est encore une fois soumis à discussion, donc c'est pas définitif, qu'on change le nom et qu'on puisse avoir un Parlement de Nouvelle-Calédonie pour montrer l'importance et la très large autonomie qu'a la Nouvelle-Calédonie dans l'institution française, pour respecter évidemment cela et pour montrer qu'il y a une trajectoire, bien évidemment. Je crois que c'est plutôt accepté, même s'il faut effectivement qu'on en discute encore. Et puis il y a la question des répartitions des sièges à l'intérieur des provinces qui, vous le savez, font la composition du Congrès. Et donc oui, il faut effectivement changer cette répartition. D'abord parce qu'il n'y aura pas la même liste électorale, je l'ai dit, elle sera ouverte aux Calédoniens qui sont là depuis un certain temps. On discute, on a mis la barre de 10 ans, mais on est là évidemment pour faire une discussion politique. Ce sera, je crois, une juste réparation pour tous ceux qui depuis très longtemps, depuis 20 ans, parfois de gens nés en Nouvelle-Calédonie, de parents calédoniens qui ne peuvent pas voter. C'est évidemment inacceptable et contraire au droit international. Et donc il faut évidemment pouvoir modifier le nombre de sièges par rapport à cette nouvelle liste électorale. Il y a aussi 13 000 natifs, vous savez, qu'ils soient Kanak ou non Kanak, qui ne peuvent pas voter sur leur propre terre à cause de cette liste électorale. Et puis deuxièmement, il y a une répartition de population aussi qui a changé. Alors, il ne s'agit pas d'équilibrer un pour un. Il n'y aura jamais la même représentativité dans le nord comme dans le sud, mais c'est pareil en France hexagonale. Il n'y a pas le même nombre de députés par rapport au nombre d'habitants dans l'Eure où est élu Bruno Le Maire et où je suis élu dans le nord. Donc il y a une différence de population qu'accepte le Conseil constitutionnel, mais elle ne doit pas être trop grande. Encore une fois, l'État n'est pas là pour imposer. Il est là pour dire qu'il y a quelque chose à moderniser et on va discuter. Pour cela, il faut que tout le monde vienne discuter. Pour l'instant, nous discutons surtout avec le PADICA et avec les non-indépendantistes. J'aimerais pas que la discussion se fasse sur ce sujet aussi important sans l'Union calédonienne. Et il faut qu'ils viennent donc discuter à notre table, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Et ce type de modification se ferait par quel biais? Pas par une révision de la Constitution, ce serait par une loi organique, ce serait par quel moyen? Alors nous avons fait une demande d'avis au Conseil d'État qui le 7 décembre prochain réunira son Assemblée Générale et que le 8 et le 9 décembre prochain donnera un avis. Donc soit nous pouvons modifier les listes électorales pour les élections provinciales, il ne s'agit pas de toucher les listes électorales référendaires, vous m'avez bien compris, et donc du coup aussi la répartition dans les provinces par la loi organique, donc c'est effectivement plus simple, plus rapide. Chaque assemblée, Sénat, Assemblée nationale va voter une loi, elle doit être votée à la majorité absolue, ce que nous avons, vous le savez, pour ce genre de modification. Soit on considérera qu'y compris les articles dits transitoires du titre prévu dans la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie demandent une modification constitutionnelle, et là, je le dis, même si nous n'avons pas d'accord sur l'ensemble des sujets calédoniens, nous ferons cette modification constitutionnelle pour que les Calédoniens puissent voter et pour que les Calédoniens puissent être justement représentés. Mais une nouvelle fois, la volonté de l'État, c'est une grande réforme constitutionnelle qui tire les conclusions des 3 référendums, qui projette la Nouvelle-Calédonie vers l'avenir, qui permette l'autodétermination dans un cadre raisonné, avec un accord de tous les partis politiques. Si on n'a pas cet accord, oui, l'État avancera. Gérald Darmanin, comment avez-vous trouvé l'ensemble de vos partenaires durant cette séquence de discussion? Alors je commence un petit peu à les connaître. Je crois que chacun a essayé de pousser son avantage jusqu'au bout. Je pense que les partenaires, quels qu'ils soient, ont vu d'abord que l'État était impartial, que l'État était un acteur, que l'État était à l'écoute, que l'État est mobilisé. Le président de la République est venu, je suis venu 5 fois, le ministre de l'Économie vient, le ministre des Armées va venir. Il y a vraiment du monde qui s'occupe de la Nouvelle-Calédonie, évidemment, et ce n'est pas un territoire loin de Paris, c'est un territoire au centre des actions de la République française. Leur dire aussi, je crois, qu'on a compris quelles étaient leurs postures politiques, leurs congrès politiques. Maintenant, quand on est aux responsabilités, quand on aspire à une responsabilité, il faut savoir faire des compromis. Et donc, je les ai sentis à l'heure du compromis. Voilà. Et je pense qu'ils ont surtout senti un État déterminé, à l'écoute mais déterminé. Nous ne laisserons pas traîner
les discussions. Ça fait 2 ans qu'on discute maintenant. Les Calédoniens, je les croise dans la rue et ils me disent qu'ils veulent avoir les résultats de ces discussions et que l'État doit prendre en effet ses responsabilités si eux ne les prennent pas. Alors Bruno Le Maire, j'aimerais revenir avec vous. Tout à l'heure, vous nous avez dit le statu quo n'est plus possible par rapport au nickel. Est-ce que vous pouvez nous aller un peu plus loin, nous expliquer ce que vous vouliez exposer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun sait que les exportations de minerais, y compris des minerais à plus faible teneur, sont compliquées, sont difficiles, prennent du temps, voire ne sont pas possibles. Or, c'est de la valeur immédiatement disponible qui pourrait revenir aux usines et aux sites industriels. Et nous avons besoin de ces minerais pour garantir la rentabilité économique de long terme de l'ensemble des sites industriels. Moi, c'est ça mon objectif, c'est que nous parvenions tous ensemble à garantir la rentabilité économique de long terme des sites industriels. Ça veut dire dégager immédiatement des moyens financiers parce qu'il y a urgence, et c'est là que la question de l'exploitation et de l'exportation est importante, dégager aussi des moyens financiers sur le long terme. Vous comprenez bien qu'un industriel, s'il se demande tous les 6 mois ce qui va se passer sur la ressource et qu'il n'a pas un peu plus de clarté et de visibilité, il ne va pas s'engager. Alors je pense qu'il y a un consensus pour reconnaître que ces sites doivent être exploités par des industriels. Nous avons besoin d'industriels. C'est eux qui connaissent les sujets, c'est eux qui connaissent les débouchés, c'est eux qui connaissent les marchés, c'est eux qui connaissent aussi peut-être les perspectives d'avenir nouvelles. On en discutait tout à l'heure sur le site de Prony. Il peut y avoir de nouvelles perspectives que seuls les industriels connaissent. Mais les industriels ne s'engageront que si on leur donne de la visibilité et de la sécurité sur l'exploitation et sur l'exportation du minerai. C'est pour ça que j'en fais le point de départ et que je considère que c'est une des conditions importantes pour parvenir à un accord global. La question de l'énergie est essentielle également, vous le savez, vous l'avez dit. On avait cru comprendre que l'État était prêt à prendre en charge cette question, étant donné les investissements que ça représente, que la Calédonie n'est pas capable d'assumer. Où en est-on aujourd'hui? Vous proposez un système où la Calédonie devrait également participer à cette transition énergétique sur le long terme? Déjà, il y a l'immédiat. On est tous préoccupés de ce qui va se passer demain, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Donc, de toute façon, l'énergie de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, on le sait tous, par rapport à d'autres sites de production comme l'Indonésie, elle n'est pas rentable. Donc, il faut subventionner l'énergie pendant une période qui ira de 5 à 10 ans. C'est beaucoup d'argent. On ne parle pas de dizaines ou de millions d'euros. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros sur 5 à 10 ans. Donc, c'est beaucoup d'argent. Je suis prêt à m'engager. Et je suis prêt à ce que l'État s'engage. Mais à une condition qui a été fixée très clairement par le président de la République, c'est que ce soit sur des sites qui sont rentables. Enfin, je serais un drôle de ministre de l'économie si je vous disais que je vais investir l'argent de nos compatriotes dans des sites industriels qui ne sont pas rentables. Ça s'appelle jeter l'argent par les fenêtres. Et puis, ce ne serait pas très juste vis-à-vis de tous les sites industriels qui sont en difficulté dans l'Hexagone, par exemple, de dire qu'en Nouvelle-Calédonie, j'accepte de financer à fond perdu des projets pas rentables, mais je ne le fais pas dans l'Hexagone. Il faut de la justice. Donc je suis prêt à m'engager totalement. Je suis prêt à m'engager avec beaucoup de détermination. Je veux que nous trouvions ensemble des solutions. Mais ça doit être des solutions économiquement solides. La politique n'est pas là pour apporter des recettes miracles. Elle est là pour construire avec tous les acteurs de bonne volonté un projet rentable économiquement pour la Nouvelle-Calédonie, pour la filière nickel. Bruno Le Maire, sur le modèle justement énergétique, Emmanuel Macron avait dit qu'il y a, et vous l'avez souligné, que l'État qui peut le financer. Quel modèle est à l'étude actuellement? Oui, il peut y avoir plusieurs modèles. Il y a des modèles d'énergie renouvelable qui sont extrêmement prometteurs. Nous regarderons toutes les options. C'est de toute façon la Nouvelle-Calédonie qui décidera, mais je pense que nous, notre responsabilité, c'est d'apporter une expertise, de dire voilà les différentes options, voilà le coût que ça représente, voilà les investissements que ça représente. Quand je vois par exemple le projet de Tontouta, de STEP, qui me paraît un projet extrêmement porteur et extrêmement intéressant. C'est un projet qui coûte environ 300 millions d'euros. Et si on arrive à se mettre tous d'accord sur ce projet, si chacun considère, comme je le considère, que c'est un projet qui est viable, qui peut être intéressant du point de vue énergétique, l'État participera à son financement. Mais vous voyez, à chaque fois, ça doit être sur la base de projets sur lesquels tout le monde reconnaît qu'ils sont utiles, qui garantissent la rentabilité économique de l'énergie en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce cadre-là, l'État est prêt à s'engager et à s'engager fortement.
Alors Bruno Le Maire, justement, vous parliez tout à l'heure de projets solides, il fallait un projet solide pour que l'État apporte son soutien. Il y a l'usine du Sud qui est en procédure de mandat ad hoc et qui a plusieurs difficultés, qui n'est pas adossée à un grand industriel comme les deux autres industriels. Est-ce que vous êtes prêt à les accompagner? Quelles mesures vous êtes prêt à mettre en place pour les accompagner? Tout est possible dans un cadre économique sain. Rien n'est possible dans un cadre économique à perte. C'est aussi simple que cela, et je veux laisser aucune ambiguïté sur ce sujet, sinon on bâtira sur des bases qui ne seront pas solides. Dès que le projet est rentable économiquement, qu'il y a des perspectives de long terme, l'État sera aux côtés des sites industriels. Dans le cas de Prony, par exemple, il y a des choses très concrètes que nous pouvons faire. Il y aura forcément un besoin de restructuration de dettes et de garanties. Si nous arrivons à trouver un accord global, moi je suis tout à fait prêt, parce que l'État apporte des garanties financières. C'est coûteux, mais je suis prêt à le faire. Il y a la Banque européenne d'investissement qui est prête à investir, sur lesquels nous pouvons convaincre la Banque européenne d'investissement d'investir sur ces sites industriels. Moi je suis tout à fait prêt à jouer le rôle de ministre de l'économie qui va aller convaincre la Banque européenne d'investissement que ça vaut le coup d'investir sur le territoire de Nouvelle-Calédonie et sur ces sites industriels. Voilà deux propositions très concrètes que je fais, une fois encore, dans le cadre d'un modèle économique rentable. Et est-ce que vous allez inciter ces entreprises minières à s'orienter vers la production de nickel batterie, pour faire simple, plutôt que dans le nickel, dans le ferro-nickel un peu traditionnel? Et le cas échéant, est-ce que la France et l'Europe pourraient être des débouchés pour le nickel calédonien? C'est pas tellement le cas pour l'instant. On a beaucoup discuté avec les salariés de Prony. D'abord, moi, je salue l'engagement de salariés de Prony. J'ai vu des femmes et des hommes totalement engagés, totalement motivés. Une directrice de site qui a fait une présentation particulièrement convaincante. Vous savez, ça fait plaisir quand on va sur un site industriel et qu'on voit que toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ce site, ils y croient. Je peux vous dire, ça vous donne l'envie de vous battre pour ces salariés, de vous battre pour ce site. Et donc, moi, je vous réponds très clairement. Je pense que les véhicules électriques, nous ne sommes qu'au début de cette révolution, qu'elle va s'accélérer et que diversifier les débouchés, avec les débouchés asiatiques d'un côté et de l'autre les débouchés européens, ça me paraît une très bonne stratégie. Et vous pourriez inciter la métropole et l'Europe à se fournir en nickel calédonien, le cas échéant? Moi, je suis là pour servir, et pour servir tous les Calédoniens. Donc, si je peux être utile pour convaincre certains industriels automobiles que ça vaut le coup peut-être de regarder une origine différente et de s'intéresser au nickel de Nouvelle-Calédonie, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Et Bruno Le Maire, en parlant de réorientation de la production, on parle de réorientation de la production, par exemple, de la SLN et de Koniambo vers du nickel utilisable dans les batteries. Est-ce que cette réorientation vers un nickel plus stratégique est bien perçue par ces industriels? Nous allons en discuter. Pour l'instant, je n'ai visité que le site de Prony, donc j'en discuterai demain sur le site de KNS, puis sur le site de Nouméa. Je n'ai pas toutes les réponses. Je pense que c'est très important de ne pas arriver sur un sujet aussi sensible, aussi stratégique pour la Nouvelle-Calédonie, avec des solutions toutes faites. Les solutions, je veux que nous les bâtissions ensemble. Je suis là pour appuyer, je suis là pour financer des projets qui soient rentables, je suis là pour aider à la construction d'une solution énergétique, mais la solution doit être bâtie dans le consensus, dans le dialogue, avec l'engagement de tous les acteurs. Gérald Darmanin, en mars de cette année, vous appeliez justement à une remise à plat de la filière nickel et une fin des aides de l'État. Et vous parliez d'une mission pour dresser un état des lieux économique, social et environnemental de cette activité. C'est fait. Quand vous voyez ce cheminement, on arrive aujourd'hui à la visite de M. le maire ici en Nouvelle-Calédonie qui va rencontrer les industriels. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a beaucoup avancé et en même temps, il y a beaucoup de difficultés. On a beaucoup avancé parce que le ministre de l'économie, en effet, a permis à une mission d'inspection générale des finances de venir plusieurs fois, d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, faire un rapport extrêmement intéressant et qui est très inspirant en écoutant tout le monde. Et je peux constater aussi que Mme Vargon, la patronne de la commission de la régulation de l'énergie, alors que ce n'est pas forcément la compétence non plus, est venue en Nouvelle-Calédonie, a signé un engagement avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et participe effectivement au travail. On sait bien ici qu'il y a une question d'interconnexion également de l'énergie dans une archipel qui est complexe, sans doute, avec aussi beaucoup de pollution qui vient de cette énergie, on le sait bien. Il faut décarboner, y compris ici, l'énergie. Et je rappelle que Nouvelle-Calédonie est une des îles ou un archipel qui est très touché
par le réchauffement climatique, et notamment les traits de côte. 70% de la population de Nouvelle-Calédonie va peut-être être réfugiée climatique si on ne fait rien. Et rappelez-vous, OVA, on est allé la dernière fois, évidemment, pour constater cela et l'investissement que fait la France pour aider, évidemment, la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il est très important que renouveau économique, et renouveau, évidemment, qui soit dans un projet viable, comme l'a dit le ministre de l'économie, aille avec décarbonation et protection de la planète. Et je pense que la France est tout à fait capable d'aider la Nouvelle-Calédonie à passer cette étape-là. Je rappelle que sans la France, ce serait très difficile de faire ce soutien économique et cette transformation écologique et énergétique. Donc le New Deal dont vous parliez au début de l'année est en route. Le président de la République, dans un très beau discours, a tout effleuré en invitant ses ministres à travailler chacun des axes. Pour ma part, l'axe institutionnel et politique. Le ministre des Armées, encore une fois, va venir pour pouvoir appuyer sur l'axe Indo-Pacifique avec cette magnifique réunion des ministres de la Défense de la zone Pacifique. C'est très important. Et puis, comme la présence de ministre de l'économie est à saluer, un très gros sujet économique avec le nickel. On sait que le nickel a joué un rôle essentiel dans les 2 précédents accords, aussi bien Matignon qu'à Nouméa. Est-ce que c'est présent dans les discussions politiques que vous avez, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est déconnecté? Et est-ce qu'on peut espérer une volonté de stratégie commune de l'ensemble des acteurs politiques sur la filière nickel? Alors, il est vrai, on en parlait avec le ministre de l'économie, qu'avant les accords de Nouméa, il y avait des accords de Bercy. Bon, mais cependant, il ne faut pas tout mélanger. Il faut dire avec vérité que, bien sûr, si il n'y a pas un accord sur le nickel, c'est très compliqué, encore une fois, de faire vivre le système calédonien tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que, on le voit bien, s'il n'y a pas de cotisations, par exemple, qui sont payées, s'il n'y a pas d'impôts qui sont payés, le système calédonien d'autonomie, qui est séparé du système hexagonal, s'effondre. Et dans ces cas-là, le gouvernement, y compris indépendantiste, regarde l'État français et dit il faut nous aider. Donc c'est pas une bonne manière de faire fonctionner l'autonomie. Et la Nouvelle-Calédonie a assez de richesses pour que cela fonctionne. Donc si les choses ne sont pas liées au sens où ce n'est pas dans un accord écrit, elles sont évidemment entendues. Et le fait que nous soyons à 2, comme l'a dit le ministre de l'économie, même si c'est une réjouissance d'être à 2 en Nouvelle-Calédonie et de répondre à vos questions, c'est assez inhabituel, quel que soit le territoire de la République, que nous le fassions, pour montrer que ces discussions sont parallèles. Elles sont évidemment extrêmement importantes pour l'avenir de Nouvelle-Calédonie. Gérald Darmanin, par rapport au document Martyr, dans la première version, vous aviez prévu 2 générations pour déclencher un nouveau droit à l'autodétermination. Cette période n'apparaît plus en tout cas dans les documents suivants, la version numéro 4. Qu'en est-il après cette nouvelle version? Alors on va continuer à discuter, il faut qu'on se mette d'accord d'ici la fin du mois de décembre. Qu'a voulu faire l'État? Par manque de projet de la part des partis, peut-être parce qu'il y a eu effectivement ce basculement après ce 3e référendum, l'État a pris une initiative qui est de proposer un document. Alors il est appelé martyr parce qu'il doit être martyrisé, il doit être amendable. Voilà, tout est changeable dans le document de l'État puisque c'est aux partis de se mettre d'accord. Ce qu'on avait imaginé dans un premier temps, c'est de dire on va arrêter avec une période qui consiste à dire tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 2 ans, il y a de l'incertitude. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on ne reste pas dans la France? Ça n'aide pas l'économie à investir, ça n'aide pas non plus la jeunesse à se projeter. Donc on avait dit 2 générations, à peu près 40 ans, ça nous paraissait un bon horizon. Avec les partis, nous avons, et c'est l'intérêt que nous avions de travailler avec les non-indépendantistes et avec l'UNI, nous avons considéré que cette date n'était pas une bonne chose. Donc on va supprimer de date. Il n'y aura plus de date. Il n'y aura plus de date et il n'y aura plus de question oui-non à l'indépendance. L'idée que l'on propose, c'est très original, en prenant toujours l'accord du Nouméa comme plancher et en se projetant vers l'avenir, c'est de dire qu'il y a un process qui doit permettre un référendum de projet. Donc c'est quoi ce process? Le Congrès pourrait, c'est aujourd'hui ce qui est écrit dans ce document, mais encore une fois c'est amendable, décider de réfléchir à un projet, que ce projet doit pouvoir être accepté par 2 tiers. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons mis dans ce document des membres du Congrès, ce qui est dire au-delà de son camp politique. Les indépendantistes doivent discuter avec les non-indépendantistes pour se mettre d'accord, et inversement. Comme ça évite la confrontation que nous avons connue jusqu'à présent, qui n'apporte rien de bon à l'esprit mélanésien, qui n'est pas dans le oui-non, qui est peut-être plus dans le consensus. C'est peut-être un des défauts de ce que nous avons fait précédemment. Et puis ensuite, si le Congrès est d'accord à ces 2 tiers, on consulte la population calédonienne sur un projet qui n'est pas forcément l'indépendance, qui peut être autre chose, une nouvelle façon de vivre en Nouvelle-Calédonie, de nouvelles institutions, une association par exemple. Et donc l'idée, c'est que ce soit le consensus entre les partis indépendantistes et non indépendantistes, et non pas la confrontation, qui permettent de pouvoir porter un projet pour demain. C'est un changement très important, et j'ai beaucoup entendu les partis politiques avant de proposer ce genre de choses, qui permet encore une fois de correspondre à l'esprit mélanésien,
qui n'est pas le oui-non à l'indépendance, qui a pu faire peur et qui peut être difficile pour la vie de notre jeunesse en Nouvelle-Calédonie, mais qui permet de se dire on va se mettre d'accord parce que c'est notre terre, et quoi qu'il arrive, quel que soit l'avenir de demain, on va devoir se mettre d'accord ensemble. Et donc je pense que ça peut être un très beau projet et une très belle promesse d'avenir si les partis de Nouvelle-Calédonie se mettent d'accord sur ce genre de proposition. Et l'UNI est favorable à cette idée ? Je les laisserai le dire. En tout cas, ils acceptent d'en discuter. Et je n'ai pas d'ailleurs compris de l'Union calédonienne ni des partis non-indépendantistes qu'ils y étaient frontalement opposés. Ils m'ont tous dit qu'ils préféraient un projet qu'une question oui-non à l'indépendance. Donc je fais le pari de l'intelligence. Et le pari de l'intelligence et de la confiance, je crois que c'était M. Djibaou qui le disait. Gérald Darmanin, et pourtant l'UNI et l'Union calédonienne sont d'accord sur le fond, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour un statut avec la France, mais pas dans la France. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais moi, je respecte cette position. Simplement, par 3 fois, les Calédoniens n'ont pas suivi la question de l'indépendance. Il faut respecter en démocratie cela. Le 3e référendum est toujours contesté, pas eux. Mais je ne sais. Alors, il est contesté dans la discussion politique, mais ça fait 2 ans qu'il a été fait. Personne n'a jamais saisi aucune instance internationale. J'ai d'ailleurs fait remarquer, pas un pays. Vous savez, il suffit d'un pays dans le monde pour pouvoir instruire une demande de contestation devant la Cour internationale de justice. Ça n'a pas été fait en 2 ans. Bon. Donc je pense qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que aujourd'hui, vous savez, les Calédoniens, ils veulent, je pense, avoir des réponses. Voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Donc là, on est là pour que ça continue. De toute façon, l'État va avancer si les partis ne discutent pas. Donc évidemment, je pense qu'il faut qu'ils discutent et qu'ils saisissent la main tendue. Moi, je voudrais dire quelque chose de très simple. Vous savez, dans ce qu'on va proposer aussi, l'idée c'est de dire que le projet de demain, il doit correspondre à des critères aussi. Un État démocratique, l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup de travail à faire en Nouvelle-Calédonie, alors pas ici, puisqu'il y a 3 femmes qui nous interrogent. Vous savez bien que la place des femmes, c'est une question très importante. Il y a beaucoup de violences intrafamiliales ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi une autonomie. L'autonomie, c'est pas qu'une autonomie politique. Moi, je constate qu'aujourd'hui, on produit moins de produits agricoles en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a eu une régression de cela. Donc quand on veut être autonome, on doit l'être aussi sur le plan économique, sur le plan énergétique, sur le plan agricole. Et donc il faut qu'on sorte du débat, un peu de posture, parfois entre indépendantistes et non-indépendantistes, pour construire l'avenir de cette terre qui connaît une crise économique et sociale, qui connaît une difficulté forte, on l'a dit, sur le nickel, qui connaît une difficulté agricole par manque de maîtrise de son foncier, qui connaît le réchauffement climatique et qui va avoir à faire face à d'énormes sujets. Qu'est-ce qu'on va dire à la jeunesse ? Que pendant des années, on va continuer à parler de choses, certes du passé respectables, sans construire l'avenir. L'État français propose à tous les partis de construire l'avenir. Bruno Le Maire, la situation économique, on en parle au travers aussi bien des discussions politiques, et le nickel est en crise, l'économie calédonienne est en crise, les finances publiques sont dans une situation catastrophique. Il y a plusieurs aides de l'État avec les prêts AFD pour le Covid, récemment encore une subvention brute de la part de l'État, notamment pour aider au paiement des retraites. L'État qui demande là aussi des compensations, des conditions pour accorder cette aide, notamment un certain nombre de réformes de l'économie calédonienne. Ces réformes passent la plupart du temps par des augmentations de taxes ou d'impôts. Est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'il faut imaginer autre chose ? Parce que est-ce qu'on ne risque pas, à rebours, de plomber encore plus l'économie calédonienne si on continue dans ces réformes de la fiscalité ? Il y a 2 choses qui sont certaines. C'est que l'État est aux côtés de tous les Calédoniens, à hauteur d'à peu près 1,5 milliard d'euros par an au total. C'est beaucoup d'argent. Et la deuxième chose qui est certaine, c'est que l'État n'est pas un puits sans fond. Et je veux vraiment que chacun comprenne que sur le nickel, si j'insiste autant sur la rentabilité des projets économiques, c'est que si tout le monde ne prend pas ses responsabilités, dans quelques semaines, la situation qui est aujourd'hui critique deviendra intenable. Et l'État n'aura pas la possibilité de venir à la rescousse d'entreprises qui seraient en situation de cessation de paiement ou qui mettraient la clé sous la porte. Ça, ce n'est pas une option envisageable pour nous. L'option sur laquelle nous voulons travailler tous ensemble, c'est une option dans laquelle chacun prend ses responsabilités, construit, et j'en suis persuadé, c'est possible, la rentabilité de toute la filière nickel, et là, l'État sera là en soutien. C'est la même chose pour les aides qui sont apportées dans d'autres domaines. Il y a un besoin effectivement de réforme. Le gouvernement y a travaillé avec beaucoup de courage. Je salue le travail qui a déjà été engagé, notamment en matière de fiscalité. Après, c'est la responsabilité du gouvernement. Je ne veux pas me mêler de cette responsabilité, mais je salue le fait qu'il y a des progrès. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est ma très grande confiance
dans l'économie calédonienne. Enfin, le territoire calédonien est un territoire exceptionnel. Il y a la ressource du nickel, c'est une ressource exceptionnelle, à un moment où on n'aura jamais autant besoin de ce métaux rare. Mais tant mieux, il y a quelque chose de formidable à bâtir. Il y a le tourisme qui, aujourd'hui, commence à augmenter, mais on peut faire beaucoup mieux quand on voit la qualité du territoire et l'attractivité du territoire calédonien. Il y a l'agriculture qui a été mentionnée par Gérald Darmanin. Moi, je me souviens, quand j'étais ministre de l'Agriculture et que j'étais venu ici, on avait dit on va développer les filières. Je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup plus. Et puis, il y a la tech. Nous venons de signer avec le président du gouvernement tout à l'heure, un projet d'investissement d'avenir avec 2 millions d'euros de financement de l'État pour tous les jeunes qui veulent ouvrir leur start-up, investir dans la tech ici en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie doit avoir une tech de tout premier plan. C'est l'objectif de ce pays-là. Donc vous voyez, moi j'ai vraiment une confiance très forte dans la capacité de la Nouvelle-Calédonie à sortir des difficultés économiques que nous avons tous connues par ailleurs, sur la base de projets qui sont rentables, sains, réfléchis et qui font l'objet d'un engagement collectif. Monsieur Darmanin et Monsieur le maire, merci. C'est la fin Merci de à notre vous. entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces précisions. Voilà, c'est donc la fin de notre entretien et on retrouve maintenant Valentin Delforterie pour la suite de notre journal. Merci.